Elisabeth Roudinesco, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Je suis très heureux de vous recevoir ici, d'autant plus que c'est un lieu qui est fait pour vous. Oui, j'y viens tout le temps. Non seulement vous y venez tout le temps, mais la personne dont on va parler ici y est venue aussi. Freud fréquentait ce lieu. La maison de Charcot. La maison de Charcot, et il venait régulièrement le mardi soir au dîner de Charcot. Donc c'est un lieu habité. Oui, je vois que Max Dora n'en revient pas. Nous sommes dans un lieu où effectivement Max Dora n'a pas l'air de bien connaître l'histoire. Ça commence fort. Donc je voudrais simplement rappeler, mais vous le savez déjà, que Elisabeth Roudinesco est l'historienne de la psychanalyse, que nous avons découvert, en France en tout cas, nous avons découvert, pas la psychanalyse, mais le mouvement psychanalytique français grâce à elle, et qu'elle a permis de faire connaître un nombre de pratiques, d'auteurs, de pensées considérables en France, donc dans le champ de la psychanalyse française. Donc, Elisabeth Roudinesco est non seulement historienne, elle a été analyste, je crois qu'elle n'a plus le temps d'assurer ses séances, mais en tout cas, elle a cette expérience d'analyse, d'analyste, bien sûr. Elle continue son travail théorique en menant un séminaire à l'École normale supérieure. Celui de cette année est consacré à la genèse des concepts de la psychanalyse. Elle a écrit de très nombreux livres que je ne vais pas citer parce que ça serait trop long et vous les connaissez la plupart, mais en tout cas évidemment sur la psychanalyse, sur Freud, sur Lacan, sur les enjeux politiques et philosophiques de la psychanalyse. Elle est en dialogue aussi avec d'autres champs que celui de la psychanalyse, d'une certaine manière fidèle à cette manière de Lacan, qui a ouvert la psychanalyse à d'autres champs que celui de la pratique psychanalytique. Je réécoutais cet après-midi en préparant notre discussion, je réécoutais votre entretien de 1983, puis ensuite de 2005, je crois, dans cette série Être psy de Daniel Friedman, très belle série, où donc on voyait cette continuité 25 ans avant, 25 ans après, de votre réflexion sur l'apport de Lacan notamment. Et je voudrais aussi rappeler que Elisabeth Roudinesco est une femme engagée pour qui la politique n'est pas simplement théorique, mais aussi qui se mobilise pour de nombreuses questions dans la presse, dans les médias. Et ce qui m'a conduit donc à l'inviter cette année dans notre séminaire qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une vie ?», c'est cette biographie moi, que j'ai beaucoup aimée, une biographie absolument remarquable de Freud qui s'appelle « Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre ». On connaissait un certain nombre de biographies, d'hagiographies on pourrait dire. On connaît aussi des espèces de pamphlets faits à la va-vite contre Freud, l'histoire de la psychanalyse étant aussi celle de la haine de la psychanalyse. Mais cette manière d'approcher Freud par aussi une étude historique de son environnement de Vienne, de l'histoire aussi des Lumières allemandes, des Lumières juives. Cette manière était tout à fait nouvelle. Et il y a une forme d'engagement aussi historique et philosophique dans cette manière de retracer l'itinéraire intellectuel et la pratique de Freud donc en son temps. Alors, Elisabeth Roudinesco a souhaité que nous engagions un dialogue, donc je vais lui lancer quelques questions, et si vous souhaitez vous-même intervenir, n'hésitez pas, c'est un séminaire, et comme vous le savez, il ne s'agit pas ici d'une présentation académique, mais d'un débat, et qui est plutôt centré cette année effectivement sur
l'écriture de la vie. Hein, qu'est-ce que c'est qu'écrire une vie? Qu'est-ce qui est important? Comment aborder ce qui est irréprésentable? Comment tenir compte des restes, que j'ai appelé souvent aussi les restes ou la poubelle de la biographie, hein, ce qui est considéré comme inaccessible, justement les rêves par exemple. Hein, comment tenir compte de tout ce matériau. Alors, Elisabeth Ronesco connaît toute la correspondance. Je ne sais pas comment vous avez fait pour lire autant de textes. Ça fait 25 ans. Oui, bon, d'accord. Mais il y a combien, par exemple, des lettres? Il y a combien de lettres de Freud, par exemple? Il y a 20 000, on en a retrouvé 10 000. Il y en a 7 000 publiées, quand même, maintenant. Bon. Après, quand même. Il a détruit juste semble-t-il, les lettres qu'il avait écrites à Fliss. Les Freudiens sont conservateurs des archives. Mais ça, c'était dans les lettres qu'il a reçues, lui, de Fliss. On ne les a jamais retrouvées. Je pense qu'il les a détruites. Dans un accès de colère. Je vais commencer donc ma série de questions. J'avais une question sérieuse, mais je vais commencer par une question moins sérieuse. Est-ce que, on dit que pour être analyste, il faut avoir fait une analyse. Est-ce que pour faire une biographie de Freud, il faut avoir été en analyse? Mais vous savez que c'est une question sérieuse. Parce que dans l'historiographie, elle s'est posée. Autrement dit, le premier biographe de Freud a été non seulement analysé, mais était un personnage du mouvement psychanalytique, c'est-à-dire Ernest Jones. Au passage, Ernest Jones, ce n'est pas une hagiographie, c'est une histoire officielle, c'est Joinville. Ouais. Donc, ce n'est pas une hagiographie, il s'est fait historien à la mode anglo-saxonne, et quand même, il a fait 3 volumes, c'est le premier, on peut pas, il est incontournable. Alors maintenant, c'était l'époque qui est caractéristique où ça existait dans d'autres domaines, où c'était quelqu'un qui sort du sérail et qui se fait historien de cette discipline. C'est ce qu'on appelle, évidemment, c'est ce moment-là. Alors, il est carrément analyste. Bon. Ensuite, la question s'est posée autrement. Ceux qui ont travaillé post-Jones étaient encore des gens qui avaient été analysés, mais qui n'étaient pas forcément analystes. Le grand historien Henri Ellenberger, qui a critiqué Jones, bien sûr, qui était un vrai historien, il était quand même psychiatre. Il avait été analysé, mais il s'est dépris de ça. Et puis ensuite, à partir des années 80, est apparue toute la nouvelle génération des historiens. Tout ça se passe évidemment dans le monde anglophone, pour Freud, pas du tout en France. Et là, en effet, les nouveaux biographes ou historiens n'étaient même pas forcément analysés. En tout cas, pas analystes. C'est fini. Le domaine a, heureusement, échappé aux psychanalystes. Parce qu'au fur et à mesure... Alors, on peut le regretter. Mais il s'est passé un petit peu ce qui s'est passé avec Marx aussi. À un moment donné, l'objet échappe aux militants, l'objet historique, et puis c'est comme ça. C'est un mouvement de l'histoire. Et donc, Peter Gay avait fait une analyse, mais il n'est pas analyste. Elizaretsky n'a pas fait d'analyse. Ensuite, la question ne se pose même plus. Alors moi, c'est compliqué, puisque j'étais analyste, je sors du sérail, mais je suis plus... À partir du moment où on fait de l'histoire, on s'oriente vers ça, c'est pas possible, quoi. On ne peut plus du tout se revendiquer d'une école analytique. Ça ne veut pas dire que je renie ma formation, mais quand moi j'ai commencé, tous ces imbéciles de psychanalyse, je ne peux pas dire autre chose, au lieu de comprendre qu'on faisait de l'histoire, ils ont dit mais elle est lacanienne, les autres ont dit elle est anti-lacanienne, donc c'est une forme... J'ai eu une formation dans l'école freudienne de Paris, c'est-à-dire de Lacan, mais un historien, il ne peut pas être catalogué de cette façon-là, précisément parce qu'on se déprend de ça. Ça reste sa propre histoire. Mais j'ai eu énormément de problèmes avec ça, notamment pour la France, puisque ça n'a pas été si bien accueilli que ça, mes livres de chez les psychanalystes français. Parce que les uns disaient elle est lacanienne, les autres disaient elle n'est pas lacanienne. Bon. Et la question, c'est que je faisais de l'histoire. Donc à partir de ce moment-là, il faut se dégager en même temps de l'excès d'interprétation psychanalytique. Alors si vous me demandez si il est préférable
d'être analyste, d'avoir été analysé pour faire de l'histoire de la psychanalyse, non. Oui. Je réponds catégoriquement non. Mais ça n'a pas d'importance, puisque la question, elle est de se déprendre. Alors maintenant, autre question, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de la psychanalyse en France, c'est vrai que quand je suis allée voir la quasi-totalité des témoins encore vivants, le fait que je sorte du sérail, ils avaient confiance au début pour me donner les archives. Ils se sont dit, c'est pas une sociologue qui va nous décrire de l'extérieur, elle est quand même dedans. Et surtout, le fait que ma mère était une grande psychanalyste connue, ça a joué, il y avait ça. Donc, ça m'a servi en quelque sorte. Comme si ils avaient plus facilement la possibilité de parler. Et c'est vrai, il fallait établir des règles, il fallait qu'ils acceptent qu'on dise par qui ils avaient été analysés, la filiation. On ne pouvait pas rentrer dans la vie privée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire les psychanalystes. Donc là, ça m'a été plutôt utile. Plutôt utile. Mais malgré tout, quand vous vous lancez dans une biographie d'un personnage, et en plus de l'inventeur de la psychanalyse, est-ce que vous n'êtes pas tenté d'appliquer, bon, ce ne sont pas forcément des thèses, mais d'appliquer quand même un certain nombre de lectures à sa vie, notamment à son enfance, pour interpréter ou pour comprendre, pour relier, ne serait-ce déjà que le privilège donné à des scènes d'enfance. Bon, ça paraît aller de soi pour n'importe quel biographe, mais malgré tout, bon, si on a une approche, je sais pas moi, deleuzienne ou je ne sais quoi, ou bon, on pourrait dire bon, mais non, l'enfance, c'est pas, ça part pas. Pourquoi il faudrait partir de l'enfance? Bon, alors, est-ce que c'est les règles de la biographie. C'est les règles de la biographie. Il faut les appliquer. Oui. Sur ce plan, je sais bien qu'en France, c'est très problématique, mais pas pour moi. Parce que dès 1975, j'ai rencontré des historiens. N'oubliez pas que j'ai été élève de Michel de Certeau. Donc, il y avait le problème de l'école des annales, et il y avait le problème, en effet, de cette approche qui était anti-biographique en France, pendant que dans le monde anglophone, on en faisait, et des très bonnes. Voilà. Et en même temps, comme vous savez, le mouvement des annales, il est revenu aussi à la biographie. Il l'a pensé autrement, et certainement pas en termes psychologiques. Ce qui ne va pas, c'est d'appliquer la psychanalyse ou la psychologie à un personnage. Mais ça, moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours été contre ça. On a même beaucoup critiqué ça, et on avait raison. Et je voudrais remarquer quand même que les vrais historiens, comme Peter Gay, ou même ceux, ou comme Hélène Berger, qui avait été analysée, qui était psychanalyste, ils se sont dépris de ça. Il ne faut pas appliquer l'interprétation psychanalytique systématiquement. J'ai même montré à plusieurs reprises qu'elle était délirante, quoi. C'est délirant d'interpréter, de plaquer la psychanalyse. Oui. Vous avez un exemple d'interprétation délirante à votre avis? Absolument. Sur un personnage pas forcément freud. On en connaît. Je vous rappelle qu'il y a eu une trentaine de livres sur Hitler, écrits par des psychanalystes, sont tous délirants. Voilà. Et il a fallu, à un moment, l'affaire Bignone, il a fallu toutes sortes de livres insensés sur l'enfance d'Hitler, avec par exemple des interprétations. Il a été, des interprétations sur son enfance, c'est parce qu'il a été élevé comme ça, parce que il y a un docteur juif qui a sauvé sa mère, qu'il est devenu autiste. Tout ça ne tient absolument pas, c'est complètement débile. Voilà. Et je vous ferai remarquer que le très grand biographe d'Hitler, qui est Jan Kershaw, il commence son livre par une critique historiographique radicale en 50 pages. Il n'y a pas une biographie de ce type-là qui tient. Voilà. Ils ont même dit que s'il avait été gazé comme il avait été gazé pendant la Première Guerre mondiale, c'est comme ça qu'il a ensuite gazé les Juifs. Enfin bon, ça ne va pas la tête. Voilà. Donc on a énormément de cas où les psychobiographies ne tiennent absolument pas la route. Mais ce n'est pas seulement la psychanalyse, c'est toute forme d'application univoque, si vous voulez, d'une discipline. Oui. Mais vous revendiquez une sorte de, je sais pas de scientificité, mais malgré tout, de certaines rigueurs. D'objectivité, pas de scientificité. De rigueur qui serait proprement historique. Malgré tout, et surtout quand on aborde vraiment l'histoire à la manière des annales et pas simplement pour faire une chronologie biographique, on est amené donc malgré tout à essayer
d'entrer dans une espèce d'épaisseur historique. De Certeau, effectivement, dit écrire l'histoire, donc il s'agit bien de... Surtout, il était pour qu'on parle des hommes, des hommes et des hommes. Oui. Il était favorable, puisque c'est... Mais si je prends l'exemple, j'étais agréablement surpris en la citation de Sartre. La citation en exergue, parce que quand même, elle est sublime. Pour quelqu'un qui ne reconnaît pas l'inconscient, qui a parfaitement reconnu. C'est la phrase de Sartre. Et de commencer la biographie de Freud par Sartre, ça n'est pas banal. Et en plus, quelle phrase? Une phrase un peu comme ça, un petit peu agressive. Hein, le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'Édipe. C'est la limite même de sa liberté. C'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. Bon. Sartre lui-même, en plus, a essayé de doubler la psychanalyse de manière purement théorique en voulant faire une psychanalyse existentielle. Alors là, pour le coup, son travail sur Genet ou sur Flaubert, est-ce que c'est un travail qui vous paraît délirant aussi? Absolument pas. Oui, non. Absolument pas. Mais n'oubliez pas que Sartre a été compliqué parce qu'il a écrit le scénario Freud. Oui. Ça s'appelle Une vie de Freud. C'est une commande. Peut-être, mais ça a été publié à titre posthume. J'ai raconté toute cette histoire, d'ailleurs, qui est magnifique. J'ai raconté ça dans Philosophe dans la tourmente. Mais il n'empêche qu'il s'est confronté à la vie de Freud. Et il nous a donné le scénario Freud. Merci, Sartre. Bon. Et Sartre se confronte, évidemment, à la vie des hommes, mais il ne fait pas de l'application psychologique. Il a une envergure, Sartre. Il ne faut pas non plus ne pas interpréter du tout. Hein. Alors, tout dépend dans quelle situation. Sartre n'est pas historien, mais enfin, moi j'aime beaucoup Sartre de toute façon. Et n'oubliez pas qu'il est habité entièrement par la psychanalyse. Même les propos qu'il tient contre, on voit bien que c'est contre les psychanalystes, c'est pas du tout contre Freud. C'est contre ce que sont devenus les psychanalystes à son époque. Mais il était passionné par Freud. La preuve d'ailleurs, quand il a écrit le scénario Freud, c'est extraordinaire. Voilà. Ah oui, c'est pour le coup, c'est quand même un peu délirant. Parce que je rappelle que c'est John Huston qui lui commande. Mais vous l'avez lu, le livre? Oui, bien sûr. Il est magnifique. Oui. Et c'est John Huston lui commande la chose, et vous connaissez ça par cœur. Et en fait, ils se déplacent, ils vont en Irlande pour discuter un petit peu, ils se disputent, etc. Il voit que John Huston, en fait, confond la psychanalyse et l'hypnose, il n'y connaît absolument rien. Et il lui rend un manuscrit, et John Huston lui dit non, c'est trop gros. Ça faisait 8 heures de film. C'est trop gros, voilà. Donc Sartre repart, il est quand même bien payé, il rend un manuscrit qui fait deux fois plus. Ça faisait 8 heures de film. Oui. Puis alors il se dispute, puis Sartre s'en fout, met ça dans un truc, dans un carton. Il refuse que son nom soit au générique. Alors, cela dit, c'est très intéressant cette expérience, réfléchir à propos de ça. Ça donne un film magnifique et ça donne un scénario superbe. Bon, après la dispute des deux, moi j'adore cette histoire. Et en fait, quand on voit le film de Huston, et là, il n'y a pas Marilyn Monroe, c'est ça le plus grand regret. Mais Montgomery Clift dans le rôle de Freud est extraordinaire. C'est le jeune Freud. Ça, c'est une très belle idée à l'époque. Et puis, si vous voulez, même quand tout n'est pas vrai, moi j'applique ce que Alexandre Dumas a dit. Je fais de l'histoire, je ne fais pas du roman. Mais quand on viole l'histoire, il faut le faire des beaux enfants. Donc j'admets tout à fait. Et le film de Cronenberg et celui d'Houston, il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais ça ne fait rien. Ce qu'il faut, c'est rendre une vérité qui tienne la route. Alors maintenant, si on revient au travail de l'historien, en gros, le problème que j'ai eu, c'est que sur Lacan, il n'y a pas d'archives. Donc, je suis dans la position de l'archéologue qui réinvente l'histoire à partir d'un fossile, ou d'un vase. Pour Lacan, j'avais 250 lettres, c'est-à-dire rien. J'avais que des témoignages oraux, et sur son enfance, il n'y avait que son frère et sa sœur encore vivants que j'ai pu rencontrer. Donc, c'est le contraire de Freud. Là, j'ai été obligée de travailler beaucoup sur l'archive orale. Et puis, là où c'est aussi le contraire, c'est que Lacan, il n'y avait pas. Je suis la première biographe. C'est pas la même chose d'être première main et d'être après tout le monde. Autrement dit, pour Lacan, je n'ai pas eu besoin de faire un travail historiographique sur mes prédécesseurs, il n'y en avait pas. Oui. Donc, pour Lacan, je constitue l'archive avec tous les témoignages oraux. Il y en a quand même 200. Sinon, je ne peux pas y arriver. Une absence totale d'archives, c'est-à-dire il n'y a pas de grenier où on peut trouver, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien du tout. La famille n'avait rien donné. Il y avait le téléphone.
Ça, c'est la hantise des historiens, c'est que le téléphone, il n'y a plus de correspondance, très peu en tout cas. sûr. Et j'ai pu en retrouver. Comme avec les mails aujourd'hui. Non, parce que c'est on de conserve les mails. l'écriture. Ouais. Ah oui. Et comment? Parce que c'est de l'écriture. D'ailleurs, bravo les mails. Oui, les textos alors. Ça on peut les conserver. Les textos, vous les copiez, vous les mettez dans votre ordinateur, et vous les Oui, conservez. mais alors il faut que quelqu'un constitue sa propre archive. Bien alors. entendu, Oui. mais il faut le Mais faire alors, quand là, on est là, historien. c'est un Moi, peu- je garde tout. Oui, hein. Voilà, bon. mais c'est un peu piégé ça, non? Non, n'imple quel télégramme est une archive. Oui. Alors, Freud, c'est tout à fait autre chose. Il y a un monument d'archives constitué à la bibliothèque du Congrès. C'est pas du tout le même problème. J'arrivais la dernière. Il y a eu quand même beaucoup de biographies. Parce qu'il n'y a pas que Jones, Hélène Berger, Peter Gay. Il y a toutes les biographies partielles qui sont d'une importance considérable. Tout le travail de Soloway, tout le travail des critiques de Freud que j'ai beaucoup utilisé, puisqu'ils ne disent pas que des choses fausses, et puis tous les historiens américains qui ont commenté la vie et l'œuvre de Freud, Yerushalmi, je parle de Mark Edmundson qui a fait un livre admirable sur les derniers jours de Freud. Bon. Donc, quand je décide de prendre pour objet Freud, pour moi c'est un gros problème, je ne suis pas dans ma langue. Ça c'est compliqué. D'accord, j'ai fait de l'allemand, je ne suis pas germaniste, hein, donc je suis obligée de me faire aider. Il faut consulter les archives. Là, c'est facile aujourd'hui parce que d'abord presque toute la correspondance est publiée traduite. En même temps, il faut savoir ce qu'on va voir aux archives, c'est considérable. Et puis, alors là, pour le coup, on ne fait pas une biographie classique. Si vous voulez, Lacan, c'était pas une biographie classique puisque j'avais pas assez d'archives, mais je suis la première, donc c'est une biographie. Freud, c'est une de plus. Voilà. Oui, d'accord. Mais alors pour pas Lacan, la même chose, comment vous faites avec les trous? Est-ce que vous... Je les garde. Oui. Et là, quand vous lisez la biographie de Lacan sur l'enfance, c'est pas grand-chose. Et je le dis. Donc je la reconstitue à partir des souvenirs de Marc-François Lacan, le frère, qui heureusement avait beaucoup de souvenirs d'enfance quand même. La nourrice, les photos. Enfin, il avait pas mal de choses. Il avait une grande mémoire. Et c'est le seul qui avait une connaissance de leur enfance. Mais j'ai pas pu dire beaucoup de choses, mais j'ai pas mal reconstitué. Enfin, il était évident dans ce qu'il disait, et puis il y avait ce que Lacan avait dit lui-même, que c'était une famille horrible. Ça, c'était ça. Alors c'est visible tout de suite. Je reviens juste un tout petit instant à Sartre. Sur Flaubert, il invente des scènes d'enfance. Oui, qui n'existent pas. Et il dit c'est du roman vrai. Oui. Moi, j'ai pas fait ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'essayer de reconstituer une scène dont on n'a pas l'assurance qu'elle... Mais alors, elle pourrait être vraie. Alors, je le fais. Dans le Lacan, je le fais. À partir... Mais je mets toujours... On peut penser que... On peut faire l'hypothèse que... Quand même... à partir de très peu de choses. On savait qui était le père de Lacan, on savait qui était sa mère... quand j'ai appris que sa mère ne savait pas qu'il avait divorcé, ne savait même pas qu'il était marié avec une autre femme, il y a quand même beaucoup de choses. Il y avait les enfants de Lacan, du premier mariage, qu'on peut compter. Donc on peut quand même se représenter en même temps une partie de l'enfance de Lacan. Alors, j'avais beaucoup de difficultés avec Marc-François Lacan, mais ça peut peut-être vous paraître bizarre. Ce frère qui était donc dans son abbaye, que je suis allée voir une dizaine de fois, on est devenus très amis. Lui, il parlait beaucoup de l'enfance, mais là, il faut décrypter. C'est des témoins oraux. Donc, fragilité du témoignage, subjectivité du témoignage, même si ce qu'il racontait était vrai, mais j'avais par exemple un problème majeur, c'est que cet homme considérait que son frère était resté chrétien. Alors, catholique. Et mon problème à moi, c'était lui, croyant, moine bénédictin, de lui dire il est resté de culture catholique, mais pas la foi. Il me disait il a la foi. Alors, voilà le genre de problème qu'on se pose avec un témoin qu'on aime beaucoup,
qui vous dit « Je te montre la lettre que Lacan m'envoie pour me faire rencontrer le pape, pour le faire rencontrer le pape en 1953. Il s'adresse à moi, peux-tu nous faire rencontrer notre Père à tous ?» Tu vois bien qu'il est croyant. Il veut rencontrer le pape. Et c'est notre Père à tous, c'est notre Saint-Père le pape. Et je suis là, je vois exactement... Alors, je détiens bien sûr la vérité, je ne peux pas faire autrement. Hein, une vérité, à partir de ça, et je lui dis, on est en 1953, Lacan a des disciples chrétiens, jésuites, etc., il veut rencontrer le pape, parce qu'il veut que dans son école, il y ait les chrétiens, les marxistes, tout le monde. Il me dit, les marxistes? Je lui dis, oui, parce qu'il écrit la même lettre à Maurice Thorez au même moment. Et là, et il écrit la même lettre, bon, c'est-à-dire que le moment, septembre 1953 de Lacan, fondation de la société, la société française de psychanalyse, Lacan il ramasse tout, il a parfaitement raison. Et il dit, il y a deux forces en France, c'est d'un côté le Parti communiste, de l'autre côté les chrétiens, ça me permet de constituer quelque chose contre la psychanalyse strictement médicale. On entend bien là. Et donc, je dis ça, vous allez comprendre, au père Lacan. Mais tu ne vas pas comparer les marxistes à notre Saint-Père le pape. Je lui dis, mais... Il me dit, non, mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas la même chose. Alors je lui dis, je sais bien que ce n'est pas la même chose, mais je peux te dire qu'à cette époque-là, ton frère, ce n'est pas la foi qui l'anime, c'est la culture. Il me dit, alors, il me sort les textes, on a des discussions. Tu vois bien que la triangulation, la topique, l'imaginaire, le symbolique, le réel, ça vient directement de la Trinité. Je lui dis, oui, mais Freud a fait une topique à 3 et ça ne vient pas de la Trinité. Il me dit, mais ça n'a rien à voir. Alors, voilà ce qu'on a comme discussion avec des témoins. Il ne faut pas les violer, il faut trouver une solution. Donc je lui ai dit, j'écrirai pas ça. Voilà. Il m'a dit, donc tu te trompes sur... Je lui ai dit, écoute, j'écrirai pas que Lacan était resté dans la foi de notre Saint-Père. Alors après, c'était magnifique les discussions. Il me dit, tu as été baptisé? Je dis, oui. Donc tu es catholique. Et je lui raconte ma famille. Voilà. Et je lui dis, j'ai jamais eu la foi, on l'a jamais eu dans ma famille. Mais tu aimes bien venir entendre là les chants grégoriens à l'abbaye? Ah, je dis, j'adore. Alors, donc, tu as Dieu sur... Non, je dis, j'ai pas Dieu, j'ai les chants grégoriens. Voilà le type de discussion. Et en même temps, je ne peux pas violer un moine bénédictin qui a consacré sa vie à Dieu et qui est absolument convaincu que son frère aussi. Mais c'est pas vrai. Donc voilà le genre de problème que j'ai eu. Oui. Peut-être que votre définition de Dieu ne correspondait pas à la sienne. Pardon? Peut-être que votre définition de Dieu ne correspondait pas à la sienne. Ah ben évidemment. Évidemment qu'elle ne correspondait pas. Mais en même temps, il n'avait pas du tout... Attention, Marc-François, c'est pas Michel de Certeau, père jésuite. Michel de Certeau était devenu historien, ça va être très bien distinguer quelqu'un qui avait la foi de quelqu'un qui ne l'avait pas. Il est historien, il a beau être jésuite, il séparait les deux domaines. Là, avec le père Lacan, j'ai quelqu'un qui est un vrai curé, je ne sais pas comment dire. Parce qu'il y a des historiens chrétiens qui, écoutez, Michel de Certeau, il est resté père jésuite. Simplement, c'est pas pareil, quoi. Je suis allée d'ailleurs le voir, je lui ai dit... Qu'est-ce que je fais avec ça? Il m'a dit, tu fais de l'histoire. Voilà. Évidemment que Lacan n'était pas... Ça ne se demandait pas ni au père Bernard, ni au père de Certeau. C'est une question dans laquelle il répondait parfaitement bien, que la question ne se posait plus. C'est-à-dire que, puisqu'il était jésuite, ça veut dire qu'il avait une relation à la foi, mais ils s'étaient tous posé la question, ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas capables de faire des travaux objectifs. Voilà.
Et en plus, évidemment, moi, si je disais au père de Certeau, si je disais à Marc-François, mais ton père de Certeau, que tu admires beaucoup, il est homo, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Oh, tu blasphèmes. Bon. Donc, et le père Bernat qui vivait maritalement avec une femme, les jésuites l'acceptaient très bien. Mais pas Marc-François Lacan. Moi, je n'avais pas envie non plus, je le prends tel qu'il est dans le témoignage qu'il me donne. Alors après, il m'a écrit une très belle lettre, il m'a dit « Tu t'en es bien sorti quand même, parce que tu as bien montré que quand même, il était resté attaché à Dieu. » Je n'ai pas montré qu'il était resté attaché à Dieu, j'ai montré qu'il avait... Et un jour, je lui ai dit « Il a au fond le même rapport avec la religion catholique que Freud avait avec le judaïsme. » Et Marc-François Lacan me dit « Enfin, Freud est juif. » Je lui dis, c'est quand même, il y a quand même... Non, il me dit, il n'est pas catholique. Non, mais on n'en sortait plus, on aurait dû une histoire drôle. Voilà. Donc ça, quand on fait à partir d'archives orales, c'est-à-dire avec beaucoup de témoignages, c'est très compliqué parce que le témoin est convaincu de détenir la vérité quasi complète. Ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Parce que ce n'était pas que le père Lacan, il y avait d'autres qui me disaient « Je suis sûre que ça s'est passé comme ça ». Et je me disais « Oui, mais j'ai un témoignage qui dit que ça ne s'est pas passé comme ça ». Bon, donc on est obligé de faire... Oui, c'est un travail d'enquête. Voilà, c'est un travail d'enquête. Alors que quand on a l'archive, c'est-à-dire avec Freud, on n'a pas... Et puis, attention, là on sort, je commence le livre sur la phrase de Borges, j'ai plus de témoins. Tant mieux. L'historien travaille mieux avec les morts quand il y a des archives qu'avec les vivants avec témoignage oral. Mais on peut faire les deux. Donc en fait, c'est le contraire. Alors, sur la question de l'histoire et de l'ancrage de Freud, par exemple dans le judaïsme, parce qu'il y a des pages tout à fait passionnantes sur justement à la fois cette distance qu'il veut prendre à l'égard de sa famille, qui est typique aussi de ces juifs autrichiens ou allemands. Et surtout la famille de sa femme, oui, ils sont d'Hambourg. Alors du coup, c'est ma question qui revient un peu à cette histoire à la manière des annales aussi. C'est, au fond, quand on fait la biographie de quelqu'un comme Freud, on fait aussi la biographie de son époque. Oui. D'autant plus que, ce qui est absolument... Enfin, moi, je trouve absolument étonnant, c'est ce qui se passe à Vienne. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'à Vienne, il y ait une telle concentration de génie? C'est-à-dire, je rappelle quand même que Vienne, fin de siècle, la Belle Époque, etc. Mais, voilà, non, Vienne, fin de siècle, c'est spécial. Vienne, fin de siècle, c'est spécial. C'est-à-dire que, on a des musiciens extraordinaires, on a Mahler, mais surtout Schoenberg. Mais tous, Alban Berg, toute la sécession, les peintres, Kokoschka, Schiele, Klimt, un petit peu avant. Stefan Zweig, pour la littérature, Stefan Zweig, c'est encore Hofmannsthal. Tous. Enfin bref, sans compter aussi quand même Schnitzler, l'urbaniste Otto Wagner, qui fait le Ring, etc. Wittgenstein, la famille Wittgenstein, et bien sûr Ludwig Wittgenstein. Et comme ça, en plus, Freud. Alors, comment expliquer... Alors, historiquement, cette concentration, parce que, par exemple, l'historien Schorske, il fait des Alors, vous avez vu que je suis totalement inspirée de Schorske, de Jacques Lorida pour la France. Oui. Je les ai tous lus, les historiens. Il fait des portraits. Mais alors, comment expliquer, voilà, aussi l'émergence de la psychanalyse et de Freud ici, et pas ailleurs, parce qu'on se doute bien que ça a un lien avec ce qui se passe à cette époque-là, en cet endroit-là de l'Europe. Alors, c'est un grand débat chez les historiens, puisque Freud disait ça n'a rien à voir, puisque, comme vous savez, il méconnaissait complètement le mouvement Vienne fin de siècle. Il avait des modèles classiques, il ne comprenait pas du tout l'art moderne. Il a toujours dit, je déteste cette ville, enfin c'est compliqué, j'explique ses ambivalences. Mais la thèse de Jones, qui a été reprise par Peter Gay d'ailleurs, c'est, après tout, ça aurait pu naître ailleurs. Voilà. Bien sûr, en Angleterre, par exemple. C'est ça. Alors, là, comme j'avais bien l'intention de ne pas faire comme Peter Gay, c'est-à-dire de ne pas refaire un Freud anglais, j'aime beaucoup Peter Gay, j'étais très savant. Et le mien, il est ancré dans Vienne fin de siècle. Tout simplement parce que j'aime ça. Et que j'aime beaucoup les historiens fin de siècle, et qu'en plus,
si vous voulez, j'ai vraiment considéré, après des années où j'avais étudié tout ça, que c'était l'angle le plus important. Avec les Juifs de Galicie, donc de le situer Mitteleuropa. Alors, je ne tranche pas la question de savoir si ça aurait pu naître ailleurs, qui est une fausse question pour l'historien, d'ailleurs pour philosophe aussi. Vous savez, il y a des questions qu'il vaut mieux pas se poser parce qu'elles n'ont pas de sens. Voilà. Et on ne va pas se mettre à épiloguer bêtement. Et si Freud était né... Mais voilà, il y a des psychanalystes qui m'ont dit, mais pour moi, ça ne change rien qu'il soit là à Vienne. Il aurait pu être en Patagonie, c'est pareil, j'étudierai les textes. Bon. C'est une question qui n'a pas de science. C'est-à-dire qu'on peut poser après coup. À la fois, Freud fait une œuvre universelle, la preuve c'est qu'elle s'universalise, et d'un autre côté, le creuset viennois existe. Alors, ce qui est quand même très étonnant pour tout le monde, il faut évidemment dépasser ce qu'on appelle le genius loci, c'est-à-dire l'idée du génie des lieux, auquel j'ai échappé. Il ne faut pas se poser donc cette question, est-ce que ça aurait pu être ailleurs, puisque c'est une question qui n'a pas de sens, mais en revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est pas seulement la concentration, là, de tout ce que vous avez dit, mais l'Empire austro-hongrois, avec ses minorités, qui étaient quand même extrêmement tolérants, avec les minorités qui venaient de partout, la caractéristique des premiers freudiens, sur lesquels j'insiste énormément, c'est qu'en effet, ils n'ont pas de patrie, pas de frontières. Donc, il n'y a pas de nation. C'est pour ça que la Première Guerre mondiale va devenir une catastrophe. Ils constituent ça, c'est des Roumains, des Hongrois, des Slovaques, de tout l'Empire, de la Pologne, des Russes, etc. Et ça converge à Vienne avec cette idée de changer l'homme. C'est un idéal révolutionnaire qui est évidemment contemporain du socialisme à Vienne, contemporain du féminisme, contemporain de l'antiféminisme, c'est-à-dire ce bouillon de culture très particulier qui est évidemment chez Freud l'idée que pour changer l'homme, il ne faut pas changer la société, ni regarder l'avenir, mais le passé. Ça, c'est une idée géniale, hein, qui est évidemment insensée par certains côtés. Pour comprendre qui on est, il faut aller chez les Grecs. Quand même, c'est quand même très particulier. Et il est le seul de son époque à dire, pour comprendre qui on est, il faut lire Édipe. À une époque où on traite les malades mentaux, comme vous savez, avec des bains, des machins, des trucs, où on ne leur parle pas, enfin bon. Donc, Freud, il va dire à chacun, vous êtes un prince du royaume. Et ça, c'est tout à fait l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire cette monarchie déclinante, où d'ailleurs les princes et les rois sont eux-mêmes très atteints de névroses graves, enfin la famille de l'empereur, les Wittelsbach, la Sissi, impératrice, etc. Donc il y a ce climat de monarchie agonisante, de déconstruction du père, qu'on trouve partout, et de thèses comme quoi c'est l'immobilisme de l'inconscient qui donne la clé de tout. Ça, vous l'avez partout à Vienne. Et là, évidemment, c'est le creuset idéal. Ce n'est pas moi qui le montrais, hein, c'est Schorske. Donc là, j'ai repris tous ces travaux. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que Freud ne s'en rendait pas compte. Freud est plus viennois que viennois, et en même temps, il ne se veut pas viennois. Il a un rapport très ambivalent à Vienne. Et puis, autre chose qui m'intéressait, quand même, là, dans la personnalité de Freud, ça, c'est pas de la psychologie, c'est le combat contre soi-même. Oui, oui. Ça, c'est constant. Et je ne l'ai pas inventé, parce qu'il ne faut pas inventer, là, on interprète. J'ai fait, évidemment, un lien entre Faust, Méphisto, l'ange et Jacob. C'est permanent. Et il le dit, j'ai besoin dans ma vie d'avoir un ami qui va devenir mon ennemi. Et il fait ça avec Fliss. Chaque interlocuteur, on retrouve la scène permanente qui est en lui, c'est-à-dire je combats moi-même, et le combat est nocturne, etc., etc. Donc ça donne un filon quand même pour traiter la question. Et puis alors, il y avait à choisir, évidemment, la division. La division en chapitres. Ça, c'est évidemment le modèle, ça paraît bizarre, mais c'est vrai que c'est la biographie de Jacques Le Goff sur Saint-Louis. Quand je suis allée voir Jacques Le Goff, je lui dis, je crois que je vais faire un Freud, je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, faites-le.
Alors, ça, j'adore. Mais faites-le. Je vais diviser mes chapitres comment il m'a dit, vous le faites, ça viendra. En même temps, j'ai dit, je crois que je vais copier votre Saint-Louis. Il m'a dit, comment? Mais quel rapport avec Freud et Saint-Louis? Et je lui ai dit, je vais traiter plusieurs parties où il y aura toujours mon personnage, mais avec un autre angle de vue, comme un film de Mankiewicz, où l'histoire est racontée par plusieurs personnages. Il m'a dit, quelle idée, c'est génial. Mais n'oubliez pas le concile de Trente. Voilà. N'oubliez pas la longue durée. Alors j'ai dit ok. Il m'a dit parce que tout ça, ça vient de la transformation de la confession, et il me fait un cours c'était son. Mais je lui dis mais bien sûr que je ne l'oublierai pas parce que de toute façon et puis donc j'ai pris un peu cette structure. Et puis voilà, et il m'a donné pas mal d'indications. Il m'a dit voyez ce qu'il pense de la Renaissance, ce qu'il pense du Moyen Âge, faites comme ça. Bon, c'était. Et donc, je pense aussi que c'est un de mes livres les plus historiques, parce que je me suis interdit de faire de la psychologie. Oui. Mais en même temps, en plus, Freud, c'est pas Lacan. Il a tellement parlé de lui-même. C'est pas pour rien qu'il y a 10 000 lettres. Il parle de sa sexualité, de ses problèmes, de ses rêves, de ses envies, de sa nourriture, de ses chiens, de ses collections. On a un excès d'archives. Donc, au fond, on a de quoi faire. Oui. Alors, sur les questions. C'est un homme assez normal, Freud. Normal, ça veut dire quoi? J'aime beaucoup. Je ne suis pas avec un dingue. On quoi. peut aimer les anormaux. Non, mais là, je sortais un peu des. Vous savez, Lacan, c'est autre chose. C'est un libertin du XVIIIe siècle. C'est tumultueux en permanence. Freud, c'est tumultueux, mais pas sa vie de famille. Donc, ça me permettait de dresser les portraits de famille. À la Visconti comme j'aime, et donc les portraits de famille m'ont paru fondamentaux, d'autant que la théorie freudienne est bâtie sur la transformation de la famille occidentale. Donc ça se rejoignait, et puis je voulais faire les objets, les collections, les animaux, tout. Oui, c'était passionnant, les chiens, le divan, la nourriture. Mais alors justement, sur cette apparente normalité, et son travail sur la famille et la transformation de la famille, vous montrez quand même qu'il y a des contradictions entre ce que Freud théorise et ce qu'il pratique. Absolument. Ça m'intéresse. Il est Faust et Méphisto. Alors, oui. Pourquoi? Par exemple, comment? Il se veut un homme, un savant rationnel, qui veut aller vers la science. Oui. Il est fasciné par l'irrationnel, en permanence. Il se veut... il a pris de la coke, hein. Il en a pris longtemps, il adore ça. Et puis il est fasciné par exemple, le culte, la télépathie, toutes sortes de choses, dont en même temps, il finit par dire, bon, ça va, c'est mon lobby. Ça c'est un problème. Il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressée, ça je crois que je suis la première à l'avoir bien vu. Il voit double. Ça me plaît beaucoup. Quand il tombe amoureux d'une femme, Freud, il y en a une autre derrière. Il a la mère, donc la mère de la femme, là il faut qu'il livre un combat. Il nous remet la scène de Jacob et de l'ange. Et puis, quand il tombe amoureux d'une femme, il voit toujours la mère. Alors, quand il tombe amoureux de Gisela Fluss, il tombe amoureux en fait de la mère de Gisela. Quand il tombe amoureux de Martha, sa future femme, il déteste la mère. Donc il faut l'arracher à la mère, mais il adore la sœur. Donc il aime les deux. Moi j'ai pas nié qu'il aimait les deux. Maintenant, c'est clair qu'il y en a une pour laquelle c'est sexuel, une autre c'est plus intellectuel, mais il y a toujours deux ou trois. Il fait des familles, Freud. Et ça c'est très important. Il a été élevé au sein d'une immense fratrie. Il avait deux frères qui auraient pu être son père, puisque son père avait eu 3 mariages. Ensuite, il est élevé dans une immense fratrie avec toutes ses sœurs. Tout ça, ça l'a marqué. On le dit. Hein. Et puis, il est le préféré de sa mère. Donc, les femmes, il y a ce que j'appelle voir double. Il y a toujours deux. Et puis ensuite, il établit avec les femmes des rapports d'amitié. Il est très bon en amitié avec les femmes. Il ne se brouille pas avec les femmes, il se brouille avec les hommes. Donc j'ai voulu tenir compte aussi de tout ça. Alors maintenant, cette contradiction permanente
entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, oui, bien sûr. Par exemple aussi, le côté complètement révolutionnaire de sa théorie, enfin de ses théories, et son conservatisme. Bien sûr, ça va ensemble. Notamment conservatisme politique. Oui, alors. Ça va ensemble. Alors, on ne peut pas faire les deux. Comment on peut expliquer ça? Attendez, Freud, il a une idée. Il en a 36. Bon. Alors, il va la creuser. Et forcément, à partir du moment où pour lui, on est déterminé par son inconscient, c'est-à-dire cet inconscient grec, hein, quand même, il nous remet des princes et des princesses, son modèle politique, on le construit très facilement. Il est conservateur, mais pas réactionnaire. Donc, c'est la monarchie anglaise, son modèle. Cette monarchie anglaise, c'est aussi cette idée qu'on a à Vienne. Il y a un empereur, il y a une famille royale, mais il y a quand même, il aspire à la démocratie. C'est pour ça que ça ne lui suffit pas, l'Empire austro-hongrois. Il aime la démocratie anglaise parce que, d'abord, il est régicide à condition qu'on remette le roi sur le trône. Ouais, il n'aime pas la République française, mais il aime à la fois Cromwell et la monarchie. Son modèle aussi, c'est Shakespeare. Donc, alors, son conservatisme est très particulier. Il considère en effet que d'abord, il n'a jamais dit qu'il faisait une révolution. Il n'emploie pas le mot. Il pense qu'il est un novateur qui fait une grande découverte. C'est en effet l'inconscient, etc. Ça, il se voit bien en rebelle qui invente quelque chose de nouveau. Mais pour lui, politiquement, il est pour des institutions qui se pérennisent. Il s'est quand même comparé à Copernic, Darwin, et c'est le troisième qui Bien, absolument. Mais c'est des révolutions au sens pas politique. Oui, d'accord. Des révolutions de l'esprit. Des révolutions de l'esprit, ça, il n'y a pas de doute. Mais politiquement, d'ailleurs, tous ces grands Viennois que nous aimons, je vous rappelle que Stefan Zweig est un conservateur. Il n'y a pas de doute. Ils sont tous conservateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils soient réactionnaires. Mais est-ce que aussi ça ne tient pas à aussi la volonté d'assimilation? Attention, il y a les freudo-marxistes très vite. Hein. Oui, et puis il y a Adler, qui est socialiste. Alors, non, mais est-ce que ce n'est pas aussi un tropisme juif parce qu'on sait qu'à la Révolution, souvent, c'est des dindons de la farce. Et donc, il faut aussi s'intégrer, s'assimiler. Il y a ça, mais pas tant que ça. Pas chez les Viennois. Ils ne sont pas français. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, je le montre. Juifs et allemands. Juifs et autrichiens. Ça, c'est les Lumières allemandes. Si Freud avait été français, il aurait épousé une femme non juive. La question ne se serait pas posée, parce qu'il aurait été assimilé. Or, le monde germanique est un monde communautaire. Moi, je me suis par exemple posé la question, pourquoi Freud fréquente que des juifs? Alors qu'il est hostile au communautarisme et qu'il passe son temps à vouloir des non-juifs. Ça commence par Jung. Et puis il y a Jones. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était une catastrophe. Mais d'un autre côté... Vous montrez très bien qu'il a très peur que, il a parfaitement raison, la psychanalyse soit assimilée. Une science juive. Il a d'ailleurs parfaitement raison parce que c'est comme ça que ça va se terminer. Et puis il sait très bien qu'il y a les antisémites. Mais d'un autre côté, il a épousé une juive. Tous ses enfants sont mariés avec des juifs. Alors que ses fils ne sont pas circoncis. Donc il est anti-religieux. Et en même temps, quand il va épouser une Allemande, elle est juive. Et la question ne se pose même pas. Dans toute la correspondance avec ses enfants, ils sont tous juifs. Voilà. Et ça, c'est la structure communautaire du monde germanique. Et de même qu'à ce moment-là, à cette époque-là, il n'y a pas l'idée de nation. D'ailleurs, la guerre des nations va mettre fin au premier mouvement psychanalytique. C'est absolument impossible. Il y a l'idée de patrie, mais il n'y a pas l'idée de nation. Même pas au sens de la Révolution française. Il n'est pas français pour dessous. C'est Lacan qui nous a rendu Freud français. Donc là aussi, hein, j'ai oublié Lacan. Quand j'ai fait Lacan, je faisais Lacan. Et là, il fallait absolument retourner je ne dis pas le vrai Freud, parce qu'on a chacun le nôtre. Mais je voulais vraiment ce Freud-là. Alors comment comprendre le sens de la contradiction, quoi? C'est-à-dire cet écart entre ce qu'on veut promouvoir intellectuellement et la manière de le vivre dans... Mais vous connaissez des penseurs qui ne sont pas contradictoires? Je ne sais pas, oui. Kant, peut-être, non. Non, c'est non. Je ne sais rien. Hegel, en tout cas, l'est.
peut-être, mais je n'ai pas fait la biographie de Kant, Oui, mais oui, il faudrait regarder de très près. Bon. Comme disait Derrida, je rêve de biographies de philosophes, et même il faut écrire la vie sexuelle des philosophes. Donc, voilà. Moi, la contradiction, je l'avais vue aussi chez Lacan. Lacan est en guerre contre lui-même aussi en permanence. Cet homme qui se veut le théoricien de la vérité, qui a menti toute sa vie, il faut quand même... bon, Mais, Classique. Voilà. Donc, mais Freud est moins compliqué. Pour moi, il n'est pas compliqué, Freud. C'est plus simple. Oui, c'est pas si compliqué. Oui. Alors, je voudrais poser une question aussi méthodologique, qu'on a discuté là, cette année aussi dans le séminaire. C'est rétrospectivement, quand on aborde une vie, justement, on pense que c'est une vie, c'est pas une somme d'existence. Non. Mais donc, du coup, on présuppose une continuité parce qu'on a un regard rétrospectif. Or, on voit bien, justement, à vous lire. C'est pas ce que je fais. Voilà, justement, que dans la vie d'un théoricien, d'un penseur, il y a des circonstances, il y a des opportunités qui ne sont pas simplement des enjeux rationnels par lesquels on va tout d'un coup établir une théorie, la dépasser, mais voilà, il y a des circonstances historiques, des circonstances tout à fait ordinaires, des intérêts aussi stratégiques, etc. Et du coup, on est amené à plutôt à faire une sorte d'archéologie que de chronologie pour il faut les deux. éviter justement cette espèce de vision continuiste d'une vie qui aurait sa logique comme un destin, en quelque sorte, comme si finalement Freud devait devenir Freud. Or non. Non, ça c'est le déterminisme, mais il ne faut pas le faire. Oui. Alors, mais ça, j'avais le modèle anal. Là, évidemment, la vie de Saint-Louis, qui est à mon avis un chef-d'œuvre de biographie, parce que c'est une biographie écrite après la révolution des annales. Donc, bon. Alors, c'est pour ça que j'ai divisé en parties où il y a Freud tout le temps. Ça m'évitait évidemment ce déterminisme, à savoir qu'on commence et qu'on connaît la fin. Moi, j'aime pas les biographies qui commencent par la fin. J'aime pas ça. J'aime bien qu'on entre dans une vie. Et en effet, j'ai cassé ce modèle en mettant des parties. C'est aussi parce que je ne pouvais pas traiter tout, sinon j'aurais fait 3 volumes. Oui. Donc il y a des choses qui n'y sont pas. On ne sortait pas, quoi. Quand mon éditeur m'a dit « tu fais pas plus de 600 pages », j'ai dit « d'accord ». Parce qu'il faut pouvoir le traduire, il faut quand même, il y a des impératifs aujourd'hui, on ne se lance pas dans 3 volumes, ou alors c'est l'œuvre d'une vie. Mais je n'avais pas envie de faire ça, précisément parce que ça s'est fait. Jones l'a fait. Oui. Et puis surtout, il n'y a pas que Jones, il y avait la somme de tous les travaux. Donc j'ai mis beaucoup de bibliographies. Je me suis aperçue que l'ensemble de mes sources étaient américaines ou anglaises. Ça montre quelque chose, c'est qu'en France, on n'a rien fait. Il ne doit rien à la France, ce livre. C'est pour ça qu'il ne m'aime pas aussi. Bon. Enfin, c'est comme ça. Je n'ai pas pu faire autrement. Parce qu'il n'y a pas de travaux historiques en France que j'ai pu retenir comme étant sérieux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ça ne fait rien. Les Français ont fait autre chose. Mais, en effet, il ne fallait pas faire cette chose déterminée. Alors, il y a aussi un point que vous avez pu voir. J'ai mis un point d'honneur à sortir les apocryphes. C'est tout ce que Freud n'a pas dit et qu'on lui a attribué. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que j'ai tenu compte, évidemment, de l'antifreudisme, qui a d'une part de la géographie et de l'autre côté de l'antifreudisme. On a attribué à Freud et on a écrit des articles entiers sur des phrases qu'il n'a pas dites. Voilà. Alors là, il fallait quand même rétablir un peu de vérité. Il doit y avoir quand même maintenant 5 ou 6 livres sur la liaison avec Mina. Sur l'assassinat, la tentative d'assassinat de Freud sur Fliess, il y a plusieurs articles. Sur la phrase qu'il n'a jamais dite, à savoir « je recommande la Gestapo à tous », il y a quand même une vingtaine de commentaires. Sur le cancer de Freud, c'est inimaginable. Il l'a pas eu, c'est ceci, c'est cela. Bon. Donc, il y a énormément de choses. On pourrait rajouter, l'autre jour, je parlais avec Henri, que veut la femme, je ne suis pas sûre qu'il l'ait dit. J'ai un doute. C'est attribué par Jones à Marie Bonaparte, mais moi je ne l'ai jamais trouvé. Donc voilà. Alors, si vous voulez, il y a tous ces logos. La peste, évidemment, il ne l'a pas dit. Plein de choses qu'il n'a pas dites. J'apporte la peste en Amérique. Oui, c'est Lacan. Mais cela dit,
je m'inscris plus là dans la lignée hollywoodienne. John Ford, on imprime aussi la légende. Elle est vachement intéressante, la légende. Parce qu'il aurait pu le dire. Oui. Sur cette vision rétrospective, bon, malgré tout, en plus vous dites le titre donc dans le nôtre, dans notre temps, de quelle mesure vous assumez le fait que c'est un regard d'aujourd'hui sur Freud, c'est-à-dire qu'au fond, voilà, il ne s'agit pas de dire la vérité de Freud, mais bon, voilà, comme Foucault quand il dit voilà l'histoire qui aurait l'idée d'atteindre un temps passé, ça c'est l'histoire objectiviste qui est une pure fiction, c'est quand même toujours l'histoire du présent qu'on raconte. Vous savez, il y a une chose que m'avait appris Vernant, c'est que si on a trop de méthodes, on n'écrit plus les livres. Hein. Donc, on écrit aussi avec ce qu'on est. Il ne faut pas trop se poser de questions. La méthode, elle vient après. Après, moi, j'ai fait évidemment mon introduction, comme toujours, à la fin du livre, hein, parce que je ne savais pas au début ce que j'allais... Donc, il ne faut pas trop se poser des questions de méthodologie, parce que sinon, vous faites un livre de méthodologie sur le livre que vous n'écrirez pas. Donc, il faut rentrer dans le récit, à la manière d'Alexandre Dumas, puis après, la méthodologie, elle est derrière. Je ne sais pas comment... Vous voyez, je ne me suis pas dit, je vais faire... Alors, ce que je me suis dit, je vais faire des facettes. Ça, j'étais obligée, parce que sinon, je ne voulais pas écrire 3 volumes. Donc, j'ai fait un plan. C'est le premier livre de ma vie où je trouve le titre avant de l'avoir écrit, ce qui m'a beaucoup gênée. Je l'ai trouvé chez Jacques Le Goff, parce que je lui disais, je veux faire comme ça, puis je veux que ça soit comme ça, que je revienne. Il m'a dit, oui, bien sûr, donc le temps, qui peut être à la fois notre temps, et puis le temps ancien. Alors, j'étais là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire en sortant de chez lui ? Et puis j'ai dit à mon éditeur, je vais passer du temps à machin. Il m'a dit, t'as qu'à faire Freud dans son temps et dans le nôtre. Paf, c'est tombé comme ça. Mais vous savez, ça, un truc vous tombe parce que phonétiquement ça marchait, aussi, voilà. Et puis c'était tout à fait ce va-et-vient dont je voulais. Mais pas trop de méthodes, parce que si vous avez trop de méthodes, il faut se faire confiance aussi à son inconscient. Bien sûr. On écrit parce qu'on écrit. Oui. Quelquefois, je me suis vue à un moment donné, au milieu du livre, aller chercher des trucs insensés, parce que je piochais telle chose qui se mettait à m'intéresser. Vous étiez vampirisé. Oui, on est là, on va prendre même dans la correspondance de Freud un détail qui n'intéresse personne et qui, moi, d'un coup, me branche, m'intéresse. Alors, je voudrais... Je vous assure que le cancer de Freud, je ne pensais pas faire ce travail-là, oui. avec tous ces imbéciles qui ont dit qu'il n'en avait pas eu. Donc, si vous voulez, par exemple, ça. Et puis alors, la scène du cimetière, je n'y avais pas pensé, terminée sur la visite à Golden Green, je n'avais pas pensé. Mais comme j'étais à Londres, j'étais avec mon jeune assistant, Anthony Balenato, que je remercie, il m'a dit, il faut aller à Golden Green. Je dis, pourquoi ? Il m'a dit, parce que on y va. J'ai jamais visité. Et moi, je n'avais pas visité non plus, mais il avait parfaitement raison. Donc, je me suis trouvée avec le gardien du cimetière dans une scène qui a duré 4 heures, où la tombe avait été, enfin, l'urne avait été vandalisée. Donc, vous vous rendez compte, pour moi, tout ça. Donc, je fais un chapitre sur ça. Je reviens au titre que vous avez choisi et qui permet peut-être de penser qu'il y a à la fois la vie de Freud, mais la vie de la psychanalyse. Et la vie de la psychanalyse, elle est constituée de la vie des patients. Alors ça, oui, c'est le titre de notre... Alors voilà, c'est ça. Donc je voudrais qu'on aborde cette question-là aussi, la place que tient dans la vie de Freud, la vie des patients ordinaires, justement, par rapport à la vie d'un homme illustre. Comment accéder à ce matériau, puisque on sait bien que cette vie-là, elle est racontée, transformée par Freud quand il écrit, c'est comment, la construction et analyse du cas, où il montre clairement que quand il a exposé des cas, je sais pas, l'homme au loup, etc., il construit. Donc, alors, comment on fait pour... Est-ce que c'est intéressant de passer par une autre enquête sur la manière dont les patients, de leur point de vue, ont vécu l'analyse? Ça, c'est une méthodologie obligatoire. Sinon, vous n'êtes pas historien de la psychanalyse. Voilà. C'est obligatoire. Alors, ça vient de très loin. Dans l'historiographie, Jones a commencé à le faire, c'est-à-dire l'identification des patients. Pourquoi ? Parce qu'on considère quand même que les cas, c'est des fictions, vraies, pas des mensonges, mais des fictions. Ça, c'est valable en médecine, c'est-à-dire il y a une histoire des cas.
Et tout historien des domaines cliniques est contraint d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Alors, est-ce que c'est une méthodologie préétablie? Non. Mais ça s'est fait au fur et à mesure qu'il y a eu des historiens. Alors, Hélène Berger l'a théorisé très fortement. Il a dit on ne peut plus parler aujourd'hui des cas comme s'ils étaient des vraies vies. Oui. Et de toute façon, spontanément, même Jones, même Schur, ils ont progressivement identifié les personnes. Voilà. Alors, c'est une méthodologie obligatoire. Je ne dirais pas qu'elle est théorisée. Et puis, on a évidemment le modèle de Foucault, quand il a dit qu'il faut écrire les vies des hommes et femmes, autant que... Mais ça, c'est une vieillerie de l'histoire. Là, c'est là qu'on est historien. Alors, c'est là qu'on sort complètement du monde des psychanalystes qui ne commentent que les cas. Qui ne commentent que les cas, qui recommandent les cas en permanence comme si c'était les vraies histoires. Certains ont été s'intéresser un peu, mais quand même, c'est comme un domaine interdit dans le monde psychanalytique d'aller voir derrière. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que je pense les même psychanalystes français, il n'y a rien à faire avec ça. C'est pas tombé encore. Chez les Américains, oui, déjà, c'est fini. On fait déjà la comparaison. Alors, évidemment que je m'étais posé le problème à partir de la lecture d'Hélène Berger, qui a déconstruit les cas, où là Anderson avait déconstruit les cas, était allé chercher les vraies personnes. Schur aussi avait commencé par les identifier. C'est un très beau livre, hein, Schur, post la mort dans les vies de Freud. Mais si vous voulez, moi je l'ai systématisé. Alors évidemment, je l'ai fait pour la France et je l'ai fait pour Lacan. Le cas Princeps, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? C'était la mer dans les yeux. Donc, la première fois que j'ai commencé à faire l'histoire de Lacan, c'était pas Aimée qui m'intéressait, c'est qui elle était. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire. On ne peut pas faire de l'histoire de la psychanalyse, si on ne défait pas les deux, c'est-à-dire ensuite pour comparer la vérité du cas tel qu'il est raconté et la vraie personne. Oui, mais là, et ça permet... C'est quoi la vraie personne? On a des archives. Oui. Énormément d'archives. Bertha Pappenheim, il y a 4 biographies. On connaît déjà tout. On a les archives, on connaît tout. Alors, aujourd'hui, on a identifié à peu près tous les patients de Freud. Les cas dits célèbres on a évidemment Schreiber, il ne l'a pas analysé, donc moi. Pour tous les autres, tout le travail était fait. Hein. Mahony avait fait l'histoire des vrais patients. Et puis on a ce cas merveilleux de Pankeïev qui lui l'a raconté. Alors il l'a raconté d'ailleurs en 2 fois à 2 personnes complètement différentes. Lui il a fait très fort, hein, à une journaliste et à Muriel Gardiner. Alors, c'est 2 récits, même Pankeïev fait 2 récits différents, et il est fascinant parce qu'il dit, il ne faut pas venir m'embêter, les 2 ont raison. Bon. Et alors, quand Obolzer lui dit, mais enfin, Freud a inventé cette scène insensée du coït, de la scène primitive, il dit oui, il l'a inventé. Muriel Gardiner, il dit non. Alors, et puis à la fin, évidemment que Freud l'a inventé. Mais en même temps, il dit pourquoi ça ne peut pas être possible, cette scène, et en même temps, c'est le patient lui-même qui dit mais qu'est-ce qu'elle a été structurante pour moi, parce que j'ai commencé quand même à comprendre quelque chose. Alors moi, j'avais toujours été intéressée par ces scènes primitives qui n'existent pas, parce que je pense qu'il y en a qui existent. Et donc, comme il a refait le coup à Marie Bonaparte, mais cette fois-ci, elle existe, puisque quand il dit à Marie Bonaparte, vous avez vu des scènes de fellation à votre berceau, elle dit ça va pas, non. Elle qui est très, très, très scientifique, elle dit mais c'est pas possible. J'ai pas vu ça, et puis elle va vérifier, puis il y avait eu, parce qu'elle va interroger un témoin, et il y avait eu. Donc quelquefois il y a, quelquefois il n'y a pas de scène primitive. Au fond, ça ne change pas grand-chose. Mais bien sûr, l'affaire Pankeïev, on voit quand même ce qui est assez étonnant, c'est la création d'une vie, parce que cette vie, au fond, elle devient inventée, ça devient un personnage. Quand par exemple de les Guattari dans les Oedipe, on va dire mais la meute, pourquoi la meute, voilà, pourquoi, mais en fait on aurait dû respecter qu'il avait vu 7 loups et pas 1, etc. Voilà. Enfin bref, mais en fait on parle de quelqu'un qui n'existe pas. Mais si, mais qui a donné son témoignage, c'est passionnant. Oui. Parce que l'homme au rat, on l'a pas, Ernst Lanzer l'a pas donné, puisqu'il est mort à la guerre de 14. Mais sur les archives, on a pu reconstituer qui il était. Moi, c'est dommage, parce que Ernst Lanzer, c'est quand même l'analyse la plus stupéfiante de Freud. Elle est, cette névrose obsessionnelle, on voit en même temps que c'est un cas où il y a eu un peu de guérison, parce qu'évidemment Freud a guéri personne, hein, ça c'est sûr, mais enfin il a remanié les vies, là on est là.
Que serait Pankeïev s'il n'avait pas été l'homme au loup? Ben, un pauvre type dans un asile. Donc il vaut mieux être l'homme au loup. Il le dit. C'est ça, il vaut mieux. Mais ce qui est vraiment, c'est qu'il y a Et des c'est effets de absolument vérité. vrai que Freud dit. C'est des effets de vérité. Ah ben oui, mais c'est vrai que quand il vient le voir, c'est attesté par l'archive, parce que je me disais, c'est pas possible. Il vient et Freud lui dit, votre vie maintenant, ça a été les sanatoriums. On a regardé le sens de votre vie dans un pot de chambre, maintenant on va s'occuper de vous, je trouve. C'est formidable, quoi. Ça résume en fait tous les sanatoriums de l'époque. Et du coup, il devient un héros de Dostoïevski. C'est-à-dire qu'il donne une consistance à sa vie. Et évidemment, il y a plusieurs vies de l'homme au loup. Et n'oubliez pas que le cas a été réinterprété par toutes les écoles analytiques. Alors lui, il a eu le temps de le voir parce qu'il a vécu très vieux. Il a eu les interprétations de Ruth McBrushfield, il a eu toutes les autres interprétations. Ensuite, on continue à se demander s'il était une vraie névrose, une psychose, une dépression. Oui. Ça, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est intéressant, évidemment. Mais par ces biographies, on a l'impression que finalement, la vie ordinaire se transforme en vie romanesque. Absolument. Et l'homme au loup le dit. Je suis devenu l'homme au loup. Je suis plus Pankeïev. Et après tout, pourquoi pas? C'est quand même plus glorieux. Mais moi, je revendique ça. Alors, ça, c'est un combat qu'il faut mener, évidemment, contre tous les antifreudiens radicaux, auxquels je reconnais, comme à Borch Jacobsen, d'être allés voir les vrais cas. Mais alors, leur thèse à eux, c'est Freud a menti, raconte n'importe quoi. La vraie histoire, c'est une histoire abominable. Pas du tout. La vraie histoire est autre. Et c'est là où, en même temps, là, je ne suis pas du tout d'accord avec l'antifreudisme qui montre Freud comme un menteur, un dégoûtant, un rapace. Alors là, la vérité, elle n'est pas là du tout. Elle est la confrontation de Freud, en gros, hein, on va le résumer, qui croit avoir affaire à des névrosés ordinaires, c'est-à-dire ceux qu'il pense être, je dirais même pas guérissables, mais ceux qu'il pense être possibles pour la psychanalyse, et en fait, ils sortent à des patients qui sont beaucoup plus graves que ça. Et c'est pour ça que Karl Lippmann m'a tellement intéressée. Karl Lippmann, le jeune homme fétichiste, que Freud prend pour un fétichiste, il se trompe d'ailleurs sur le fétiche, mais il adore ce patient, il aime beaucoup Karl Lippmann, mais il n'a pas vu qu'il était schizophrène. Et après, évidemment, c'est l'histoire d'une tragédie. Mais, si vous voulez, quand elle est racontée par des antifreudiens, Freud apparaît comme quelqu'un qui a exploité ce garçon, mais quand vous voyez la vérité, elle n'est pas là du tout. Cet homme a terminé sa vie dans un asile et personne ne l'a guéri. Il a vu une trentaine de psychiatres. Là aussi, j'insiste beaucoup, tous les patients identifiés de Freud, il faudrait faire un grand livre avec les 120, hein, il y en a 120. Ça montrerait quand même, il y en a même peut-être plus, hein, voilà. Ça montre quand même beaucoup de choses. D'abord que Freud pouvait faire 4 séances à quelqu'un, qu'il pouvait faire analyser en une seule séance, qu'il était capable aussi d'être médecin, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, je le dis, hein, vous n'avez pas besoin d'analyse, mais je vous donne une petite ordonnance pour prendre des cachets, vous n'avez pas besoin de cela, il faut faire comme ceci, il faut faire comme ça. Donc il y avait ça. Il était capable d'être psychothérapeute, capable d'être analyste, etc. Et en même temps, il s'est trouvé confronté à des patients terriblement atteints, suicidaires, psychotiques, même gravement autodestructeurs. Mais je pense à Bruno Veneziani, par exemple. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que on a accablé Freud de ce côté-là, alors que quand ils sont allés voir d'autres que Freud, ça n'a pas été mieux. Simplement, on tombe sur Freud. On a fait le même coup à Lacan, hein, sur beaucoup de cas. Oui, oui. On a accusé Lacan d'être responsable des suicides de ses patients. Moi, j'ai pu établir, Dieu sait si Lacan, on peut le critiquer sur les séances courtes, mais il était un des rares à prendre des suicidaires en analyse, que d'autres ne prenaient pas, puisque ça se voit quand même. Donc, si vous voulez, il ne faut pas accabler. Alors, maintenant, il y a des diagnostics que Freud ne voit pas. Horace Frink, qui était vraiment maniaco-dépressif, il n'a pas vu. Pourtant, puis j'ai tenu la vie ordinaire, vie illustre. Il y a des vies ordinaires, des premiers freudiens, il faut les traiter aussi.
ils étaient souvent aussi névrosés que leurs patients. Ça, j'aime beaucoup la vie des patients avec les analyses dans la première société viennoise. Ils ont les mêmes troubles, ils s'analysent entre eux. Oui. C'est fascinant. Oui, c'est étonnant. Ils sont presque tous juifs quand même. Les patients de Freud sont juifs. Pourquoi? Oui. C'est les névrosés. Mais parce que non, c'est parce que la vie viennoise est communautaire. Alors, il a évidemment des patients non juifs, hein, Pankeïev n'est pas juif. Mais quand c'est des Viennois, c'est des juifs. Donc, c'est beaucoup, pas tous. Mais ça montre la vie communautaire. Hein, on faisait entre soi. Oui. Il analyse énormément d'écrivains, de femmes d'écrivains, de femmes de ceci, cela. Et puis, ils s'analysent beaucoup entre eux au début. Oui. C'est une communauté. Moi, j'adore ça. Les premiers freudiens me fascinent. Me fascine. Alors, je vais pas monopoliser la parole, je vais laisser les questions. Juste peut-être un dernier mot pour dire justement que, par rapport à ce que vous venez de dire, ce que vous rendez hommage aussi à ces hésitations, à ces tâtonnements, c'est-à-dire à toutes ces facettes de Freud où on voit que, d'ailleurs il suffit de le lire pour se rendre compte de ça, c'est tout sauf un dogmatique. Et en même temps, de temps en temps. Alors, c'est-à-dire qu'à la fois, il est à la fois incisif, il est agressif, par exemple avec la philosophie, il peut être aussi très agressif, bon. Mais bon, il a le côté expérimentateur, écrivain. Il se veut. Pour lui, c'est la science et la littérature. La philosophie, il n'en veut pas. Il trouve que c'est des systèmes paranoïaques. Oui, c'est des visions du monde. Et puis attendez, il y a tout le côté quand même Shakespeare, incroyable. Il croit à la thèse de Shakespeare et pas Shakespeare, thèse qui revient aujourd'hui. Donc il adore les histoires de complot, il adore les trucs, toutes ces histoires-là. Le Léonard de Vinci, c'est inimaginable ce qu'il a été inventé. Justement, quand même, on sent le côté expérimentateur, voilà. Ça, c'est merveilleux, quoi. Ah, j'adore ça, moi. Il erre par moments, complètement. Il a erré avec Fliss. C'est une vie d'expérience, quoi. Et puis, c'est une vie de groupe. J'ai tenu à faire l'histoire des premiers disques. Vous avez vu que j'ai pas mal réhabilité Jones sur ce... Oui, sauf à la fin. Ah ben non, là non, pas sur... pas sur la collaboration avec les nazis. Mais Freud est d'accord au début, puis plus d'accord à Vienne. Mais en même temps, il y a des grandeurs de Jones. Quand d'abord, il organise le mouvement politiquement. C'est un politique, quand même. Conservateur, bien sûr. Mais s'il n'y avait pas eu Jones, il n'y aurait pas eu de mouvement. Hein. Et puis, il a combattu l'anti-américanisme primaire de Freud. Attention, ce n'est pas des idolâtres, hein, vous l'avez vu, ça. Ferenczi, Jones, c'est que des rapports critiques. Il y a une historiographie considérable sur la question de la judéité. J'ai fait un choix. Voilà, j'ai fait un choix. Il y a toute une historiographie qui est née avec David Bachan. Vous prenez l'entrée du dictionnaire de la psychanalyse judéité, j'ai mis toutes les bonnes sources. Qui ont essayé de montrer qu'il y avait du kabbalisme chez Freud. Voilà, ça c'est la tendance de le ramener. Vous savez, sur Freud, chaque chose de Freud, chaque moment de Freud, il y a 4 livres sur les chiens quand même. Et sur la judéité de Freud, vous avez une bibliographie considérable. Donc, pour résumer, il y a ceux qui ont ramené Freud du côté de la Kabbale, ce qu'on appelle le rejudaïsé. Bon. Vous avez ceux qui ont au contraire, comme Peter Gay, dit non, le judaïsme, vraiment pas du tout. Rien, il était tellement anti-religion que le judaïsme dans Freud, alors, parce que Freud avait dit je ne connais rien à la Bible, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas lu le Talmud. Et puis vous avez un très beau livre de Yerushalmi, que je vous conseille de lire. Vous ne l'avez pas lu? Bon, le Moïse terminé interminable. Lisez ça, Yerushalmi. C'est le plus beau livre sur la question. Parce que Yerushalmi a dit c'est plus compliqué. Moi j'aime bien quand on vient dire c'est plus compliqué. Et donc Yerushalmi, il a dit, il a montré qu'il y avait une telle ambivalence par rapport au judaïsme chez Freud que d'en faire un simple juif sans Dieu, c'était insuffisant. Alors moi j'ai pris une position, je cite beaucoup Yerushalmi, j'ai quand même pris la position de la judéité viennoise, parce qu'elle me paraît la plus juste, c'est-à-dire les juifs de la Hashkala,
comme Freud, qui, au fond, il épouse une femme pratiquante, voilà. Il vomit Dieu et la religion, et puis il est complètement juif. Et en même temps, il va passer sa vie à, dès qu'il voit un antisémite, je termine là-dessus, il brandit sa canne, il se revendique comme un juif de culture allemande. Ça me paraît une position que j'adopterais pour moi. J'aime beaucoup la position de Freud sur la judéité. Il revendique son identité juive et il se déclare l'ennemi de la religion, il est complètement athée. Il ne fait pas circoncire ses fils et en même temps, il ne veut pas se marier religieusement. Il est obligé parce que c'est communautaire. C'est pour ça que je vous dis qu'en France, ce serait pas assez comme ça. Donc, j'aime beaucoup ces contradictions. Mais ces contradictions de Freud, elles sont typiquement viennoises, parce qu'ils sont tous comme ça. Hein. Et lui, contrairement à d'autres, il a décidé de ne pas se convertir, c'est-à-dire de ne pas échapper à sa condition de juif. Et puis, évidemment, en 1930, il écrit cette lettre magnifique, il est antisioniste, il est contre la création d'un État juif en Palestine. Il préfère les juifs de la diaspora. Il pense que ça donnera le pire du pire, il le dit entre autres. Oui, parce qu'il y a Théodore Herzl qui est dans le même environnement. Alors, évidemment, il n'est pas d'accord, parce que pour lui, la terre promise, c'est l'inconscient. Mais cela dit, pour un historien, la naissance du sionisme est contemporaine de la naissance de la psychanalyse. Ils cherchent tous la terre promise. Voilà. Et pour Freud, c'est l'exploration de l'inconscient. Pour Théodore Herzl, c'est évidemment la vraie terre promise. Freud n'est pas d'accord, il pense qu'il n'y a pas de terre promise. Et du coup, il se retrouve à devoir émigrer très tardivement en Angleterre. Mais bien sûr, mais ça va ensemble. Et sa famille et sa sœur. Ça va ensemble. Il n'est pas du tout... alors, évidemment, parce que pour Freud, un juif, c'est un homme de l'exil. Et ça, il le théorise. Il dit, c'est aussi parce que je suis juif que j'ai pu m'opposer à toutes les formes de nationalisme, que j'ai pu supporter d'être attaqué, que j'ai pu supporter la persécution, parce que je suis l'héritier d'un peuple persécuté. Donc, c'est pas religieux. Et évidemment, la pire chose qui est arrivée à Freud, c'est d'avoir croisé le nazisme. C'est pour ça que j'ai repris à mon compte les très belles pages de Thomas Mann et de Mark Edmundson, qui ont montré que quand même Hitler... J'aime beaucoup cette fable que Hitler vient exterminer Freud à Vienne. C'est vrai, hein, il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Donc la tragédie de l'histoire aussi, elle est très importante. On oublie que la psychanalyse a vécu, en fait, pour Freud, il y a une guerre, la Première Guerre mondiale, qui détruit tout son premier rapport, et puis ensuite, c'est une autre histoire, et puis il y a le nazisme qui détruit la psychanalyse, et il s'exile en Angleterre. Ce qui est d'ailleurs intéressant, puisqu'il avait une telle admiration pour la monarchie anglaise. Il ne veut pas quitter Vienne, mais il finit par le quitter, et au fond, là, c'est pas étonnant qu'il aille à Londres. Voulez-vous qu'il aille? C'est à Londres que tout se passe à partir de ce moment-là, puisque d'abord, c'est pas occupé, et puis ça correspond à ce qu'il est. Il est politiquement anglais. Voilà. Politiquement anglais, conservateur, mais il avait ses frères en anglais, il adorait l'Angleterre. Il parlait parfaitement l'anglais. Et puis, parfaitement. Il parlait 5 langues. Oui, mais je sais pas, dans le seul enregistrement qu'on a... Oui, mais il parle anglais avec un accent. Oui, il parle très bien l'anglais, mais bon. Attendez, il a la mâchoire. Oui, il a la mâchoire. Il repasse à l'allemand à un moment donné. C'est le cancer. Oui. Il ne peut plus parler. Mais enfin, il parlait parfaitement l'anglais. Et puis surtout... Sa famille, ils sont tous devenus anglais. J'ai tenu à montrer la destinée de la famille, alors sans compter le peintre sublime. Donc, ils sont tous devenus anglais. Et, avec un accent, bien sûr, mais enfin, Anna Freud, elle est complètement anglaise, elle n'est plus du tout viennoise. Donc, ils sont anglais. Et puis, l'héritage de la clinique anglaise est magnifique. Donc, voilà. Ils ont conscience, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça que c'est pas du tout comme la famille, là, quand on prend un historien. Ils ont conscience, à partir de 1937, que tout va être détruit. Ils sont juifs, là, vraiment. Ils ne peuvent pas imaginer la solution finale, mais enfin, elle est déjà là. Et l'idée de sauver, c'est pas Freud qui doit émigrer, c'est l'histoire de la psychanalyse ensemble. Donc, ça paraît étrange, et évidemment les anti-freudiens
ont passé leur temps à dire c'est dégoûtant, il part avec toute sa fortune, il part avec tous ses objets. Mais on met en exil la totalité de l'histoire du mouvement. Les objets, la maison, tout est évacué. Les collections, les archives, bien sûr. Mais s'il n'y avait pas eu Marie Bonaparte, il y aurait eu, je pense, un appel à l'aide. Il y aurait eu des financiers pour aider. Alors, il laisse une partie, il est obligé de vendre une partie de sa bibliothèque, je le raconte en détail. Mais l'idée est magnifique, c'est tout le premier mouvement psychanalytique qui se transporte à Vienne. Et même l'idée des magnifiques photographies. Quand ils font venir ce photographe, comment il s'appelle déjà, celui qui a fait la maison de Freud après ça, à la fin, ce photographe qui va qui est sur la route de l'exil, et c'est Jones et Marie Bonaparte qui venaient photographier tout. Oui. Donc il rentre, il fait une pellicule, il fait 10 pellicules, parce qu'ils ont conscience que ce monde va disparaître, il va être détruit. Et donc, en effet. Alors c'est intéressant aujourd'hui, parce que la maison de Freud à Vienne, il n'y a plus rien. Il y a les photos, justement, il y a les photos, et la maison de Freud, elle est à Londres, évidemment. Alors ils ont numérisé la bibliothèque, parce qu'on ne peut plus toucher, on ne peut pas toucher, c'est pas possible. Oui. Mais c'est magnifique, le Freud Museum, il faut y aller. Oui. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même qu'il est avec sa fille, et sa fille a son cabinet et son divan au-dessus. Oui. Bah oui. Symboliquement, ils ont une maison. Bah non, mais là, il faut être beaucoup plus pragmatique. Attendez, il faut faire construire la maison. Oui, s'il ne peut pas emmener les sœurs aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de visa. Non, là, ils sont en exil. Il n'y a pas beaucoup de... Et donc, évidemment qu'elle s'installe. Il n'a plus qu'une année à vivre. C'est pas son cabinet qu'elle installe, c'est qu'elle vit avec son père, puisqu'il est en train de mourir. Donc ils sont ensemble. Et les autres, non, ils vivent pas là. Dans le très beau film d'archives qu'on a fait avec Elisabeth Kapnitz, vous avez les dernières en Kodacolor, là on voit. Mais évidemment, elle va ensuite s'installer dans la maison. Mais ça, ils sont... Et il y a mieux que ça. C'est Jones et les Viennois qui ont l'idée de constituer les archives. Alors, Jones constitue l'historiographie et lui, il s'occupe, c'est Strachey, c'est-à-dire les Anglais s'occupent des traductions et de la biographie, l'aspect biographie, et c'est un Viennois, Kurt Eisler, qui décide, lui, il a immigré à New York, et c'est lui qui décide de constituer les archives Freud à Washington. C'est un travail considérable. On peut même dire que seul un Viennois pouvait faire ça. Parce que Kurt Eisler est un grand bonhomme, et évidemment qui ensuite a été propriétaire des archives. Mais c'est lui qui a fait ce travail d'interview orale, transcrite ensuite, de la totalité des psychanalystes de l'époque, y compris Jung, c'est-à-dire Jung, Reich, Ida, mais c'est inimaginable le travail d'archives qu'il a fait. Et c'était évidemment parce que Vienne avait disparu. Et ça, il fait ça après la Shoah, bien sûr, avec l'idée qu'un jour, il y aura des biographes. Comme il a vécu presque jusqu'à 100 ans, c'est inimaginable ce qu'il a fait. Alors, jusqu'à interroger les voisins de palier, les gens, il a fait un appel d'offres dans le monde entier, puisqu'ils étaient tous dispersés, pour avoir les témoignages de tout le monde. Là, c'est ça les vraies archives, c'est passionnant. Là, j'en ai sorti pas mal. Oui. Je suis allée les voir. On a le détail de la mort de Freud, on a tout. J'utilise cette rencontre que Freud fait à Rome avec un voisin, enfin bon, tout ça, c'est passionnant. Donc les vies se transportent, elles se déportent. Évidemment. Et elles se transportent. Et moi, j'aime énormément aux archives de Washington les bouts de papier. Oui. Alors j'ai photographié des dizaines de trucs. Moi-même en train de regarder. Bon, c'est un lieu magnifique. Pas un seul psychanalyste français y a mis les pieds. Enfin, formidable quand même. C'est inimaginable. Mais il y a maintenant un musée Ferenczi. C'est mon ami Carlo Bonomi qui a fait racheter
la maison de Ferenczi. Lui, c'est un historien que je cite beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est un historien ferenzien, lui. Alors, lui, il fait des interprétations. C'est pas les mêmes, hein, c'est pas les miennes, mais c'est un vrai historien, c'est-à-dire il est psychanalyste, mais quand il pose une hypothèse, il la fonde. C'est pas n'importe quoi, c'est pas délirant du tout. Alors, il a une toute autre vision que moi de l'enfance de Freud, mais là aussi, pour répondre à la toute première question, je pense que si on veut faire des interprétations psychanalytiques, je corrige un peu ce que j'ai dit au début, moi j'ai évité, mais c'est faisable. Je pense, donc Carlo Bonomi l'a fait, mais si on fait des interprétations psychanalytiques sur l'enfance de Freud, par exemple, Carlo Bonomi, il est convaincu que Freud a eu des attouchements sexuels dans son enfance par une nourrice. Il fait cette hypothèse. Mais il ne dit pas que c'est vrai. Il dit, je fais l'hypothèse que... Pourquoi ? Parce qu'il est obsédé par la question du trauma et de l'abus sexuel. Mais c'est toi qui m'as fait penser aux Ferenziens. Ils ont une vision de l'histoire de la psychanalyse très différente. Mais au moins, quand ils font de l'histoire, ils ne confondent pas, ils ne pensent pas que leur interprétation est juste. Ça, c'est capital de pas... Bien sûr. On peut bâtir des hypothèses. Mais bon, alors on a en France, évidemment, je ne vais pas encore l'attaquer, mais Marie Balmary, elle a fait des interprétations pour christianiser Freud. Il y en a qui ont judaïsé Lacan et d'autres qui ont christianisé Freud. Mais des interprétations insensées sur... Il y en a qui ont raconté que la deuxième épouse de Jacob Freud, Rebecca, était tombée d'un train, qu'elle s'était suicidée, que ça avait été masqué. Vous savez qu'il y a par exemple des interprétations tout à fait extraordinaires, beaucoup d'articles, qui ont dit que Freud était pas né le 6 mai, mais le 6 mars. Voilà. Ça, oui, le 6 mars 1856. Pourquoi ? Eh bien, ça aurait voulu dire que le père, enfin, qu'elle était enceinte avant son mariage. C'est évidemment, quelle histoire. Alors, on a l'archive. C'est marqué 6 mai. Elle est à Freiberg. L'archive est là. Il y en a qui ont dit non, ça a été gratté. Donc, c'est fascinant. Là aussi, il faudrait rentrer dans l'historiographie délirante dont je parlais tout à l'heure. On peut faire n'importe quoi. Et alors, moi, évidemment, un peu positiviste de temps en temps, parce qu'il faut, je dis, mais l'archive. Et là, toutes les raisons sont bonnes pour faire le déni de la vérité de l'archive. Et j'ai eu des discussions incroyables avec les psychanalystes qui m'ont dit, t'es trop positiviste. L'archive, elle a pu être grattée. Là, évidemment, tout est possible. Il faut faire la psychanalyse de ceux qui font l'interprétation. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi, dans le mouvement psychanalytique, il y a quelque chose, évidemment, d'une blessure narcissique si on leur enlève leurs interprétations. Moi, je souffre à l'idée que ceux qui ont écrit des dizaines d'articles, et même des livres, pour expliquer pourquoi Freud avait dit « je recommande la Gestapo à tous », enfin, qu'il l'avait écrit sur l'archive, et ça y est pas, parce qu'on a l'archive du départ de Freud de Vienne. Il signe le papier, que tout le monde est obligé de signer. J'ai été bien traité, mais il n'y a pas le rajout de la phrase. Bon, maintenant, on a le document. Alors, évidemment, c'est compliqué pour les gens qui ont écrit des tas d'articles où ils expliquent qu'il l'a bien dit. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est une blessure. C'est une blessure, parce que leur article ne vaut rien, puisqu'ils sont convaincus que ça existait. Alors ça, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je pense qu'il est quand même préférable, quand on fait des hypothèses, de dire c'est une hypothèse. Tu vois ? Bon, merci beaucoup, Elisabeth Ruesco.